Blocage dans les universités, les coupes budgétaires ne passent pas face aux baisses des dotations de l'enseignement supérieur, les baisses des aides pour l'embauche des alternants et les difficultés financières que rencontrent les universités. Des étudiants ont bloqué plusieurs établissements bretons ces derniers jours. C'est notre sujet principal de ce jeudi 20 mars. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. On vous le disait, de nombreux blocus sont organisés dans les universités un peu partout en France et en Bretagne. Et ça, depuis le début d'année, une colère des étudiants en réponse aux 1 milliard de réduction d'euros budgétaires dans l'enseignement supérieur. Ces blocus ont engendré plusieurs dégradations. Et si les grandes villes, à l'image de Rennes ou Brest, font particulièrement parler d'elles, de plus petites villes ont elles aussi décidé de rejoindre le mouvement, comme à Lannion, où s'est rendue Fanny Abivin. Ces manifestations sont devenues récurrentes dans le quotidien des étudiants brestois de l'UBO. Mais depuis peu, de plus petites structures ont elles aussi décidé de rejoindre le mouvement, comme à l'IUT de Lannion où les étudiants craignent pour l'avenir des alternants. Alors nous, on a décidé de bloquer cette IUT vis-à-vis de la baisse des aides pour le recrutement d'alternants, donc la baisse des aides aux entreprises, mais aussi la taxation des salaires des alternants. Ces derniers pointent aussi des problématiques locales comme la possible fermeture du restaurant universitaire de Lannion, mais pour le moment, aucune dégradation n'est à constater au sein de l'IUT, où le mouvement se veut calme et dont le but était surtout de surprendre la direction. La direction est d'accord avec nos revendications vis-à-vis de ces coupes, mais le principe du mouvement, le blocus, je trouve ça un peu excessif, un peu abrupt, mais c'était aussi le but du mouvement, c'était de faire ça de façon soudaine, sans forcément prévenir, afin que ça fasse un effet choc. Ailleurs, les manifestations et occupations ont laissé des traces, comme à Rennes, où rien que sur le premier blocage de janvier, les dégradations ont pour l'heure été évaluées à 300 000 €. On vient de le voir, l'université Rennes 2 était elle aussi bloquée en début de semaine avant que les étudiants ne soient délogés ce mercredi par la police. Depuis janvier, les cours ont été suspendus là-bas pendant au moins 3 semaines. Des blocages à répétition qui handicapent certains étudiants inquiets pour leur année universitaire. Christophe Penven de TV Rennes est allé à leur rencontre. Le calme règne à l'université Rennes 2 à Villejean. Le campus, fermé, voit passer quelques étudiants, dont ceux de la section sport, qui reviennent d'un cours d'athlétisme. Mais toujours pas de cours théorique en amphi, ce qui exaspère ces étudiants de première année. Je n'ai pas de solution concrète, mais je pense que ce serait possible de trouver des solutions, de lutter justement contre l'austérité et contre le manque de moyens, ça c'est très bien, mais à la fois de ne pas impacter le suivi des cours. Moi concrètement, je le dis, je suis pas honte de le dire, j'ai lâché en fait, puisque on a eu il y a 3 semaines de ça des gros blocages. Puis on a eu 1 semaine de vacances, en sachant qu'on a eu 1 mois de vacances au mois de janvier. Bon, on a fait 2 semaines de cours, 3 semaines de blocus, 2 semaines de cours, et là on fait 1 semaine et demie, 3 jours, 2 jours, un peu. Moi j'ai lâché, hein, c'est chiant. On arrive en cours, on n'a plus envie de travailler. D'accord sur le fond, moins sur la forme, ces étudiants entament alors la discussion avec Frédéric, employé à l'université et solidaire du mouvement. Venez dans les AG et puis proposer d'autres choses. Par contre, je suis entièrement d'accord qu'il y ait du monde ici, qu'on soit là, qu'on dise voilà, on n'a pas d'argent. On aimerait bien avoir de l'argent, avoir des bonnes conditions de travail, mais c'est pas en taguant 8000 amphis, en faisant des rêves parties dans des amphis. Oui, sur les modalités d'action, effectivement, blocage d'occupation, on peut entendre que ça laisse certains, que tout le monde ne soit pas d'accord, et tout ça, ça se discute. Mais bon, nous, on constate qu'actuellement, y a un mouvement qui est là, et il utilise ces moyens-là. Donc pour nous, la seule chose à faire, c'est de le soutenir, parce qu'il n'y a pas d'autres mouvements. À ce jour, le dialogue est rompu entre les manifestants et la présidence de l'université. Cette dernière déplore des dégradations importantes sur le campus, qui sera fermé jusqu'à ce week-end au minimum. Et dans le cadre de cette lutte contre les réductions budgétaires, une journée d'action nationale se tiendra le 27 mars.
Et dans le reste de l'actualité, David Lappartient ne deviendra donc pas le prochain président du Comité international olympique. Le Breton aux multiples casquettes, puisqu'il est président du Conseil départemental du Morbihan, président de l'Union cycliste internationale et président du Comité national olympique et sportif français, briguait cette fois la tête du CIO. Et c'est finalement Christine Coventry, ancienne nageuse zimbabwéenne de 41 ans et 7 fois médaillée au JO, qui a été élue pour 8 ans. Elle sera notamment en poste pour les 4 prochaines Olympiades, celles de Milan, Los Angeles, des Alpes françaises et de Brisbane. Et puis, on vous parlait dans les semaines passées de l'ancien collège Saint-Pierre du Relecq-Kerhuon. D'anciens élèves ont constitué un collectif de victimes pour dénoncer les violences qu'ils ont subies de la part du corps enseignant de cet établissement catholique. 138 témoignages qui s'étalent de 1964 à 1996. Aujourd'hui, le collectif breton a été auditionné à l'Assemblée nationale aux côtés d'autres associations de victimes, dont celle de Bétaram, dans le cadre d'une commission d'enquête. Didier Vincent a représenté le collectif à l'Assemblée. On l'écoute au micro d'Adrien Paquier. Je voudrais l'ouverture d'une information judiciaire, qui est un fonds d'indemnisation qui se mette en place, que la responsabilité du diocèse, de l'enseignement catholique et, ma foi, un peu de l'État aussi, permettent une indemnisation à évaluer des gens qui en ont besoin. Moi, personnellement, je ne fais pas ça pour l'argent, mais ce serait juste, voilà. Déjà, ce serait reconnaître qu'on est vraiment des victimes, qu'on n'est pas des victimes seulement médiatiques qui s'expriment, mais qu'on a souffert et qu'on va être compensé un peu des années perdues. Parce que quand on sort de là, combien d'années à se construire en tant qu'homme ou femme, la peur de parler, la mésestime de soi, le manque de confiance en soi, les addictions, les problèmes de santé, ça gâche une vie. Ça gâche une vie. Ce jeudi était aussi une journée de mobilisation à Pontivy où les retraités manifestaient. Pension, pouvoir d'achat, accès aux soins, les revendications étaient nombreuses dans le cortège régional. Notre journaliste Eva Thomas était sur place. Morlaix, Brest, Carhaix, Vannes ou encore Rennes, ce jeudi, ils ont répondu présents, les syndicats des retraités. Réunis à Pontivy, point géographique central de la région, ils étaient plus de 500 à avoir fait le déplacement. Dans le cortège, l'une des principales revendications était portée sur l'accès à la santé et à la défense de la sécurité sociale. Créée en 1945, elle fête cette année ses 80 ans. L'accès aux soins, quand effectivement on vieillit, c'est quelque chose de fondamental. On ne consomme pas de la santé. On a besoin de services de santé efficients. Si la mobilisation appelait les retraités à manifester, dans le cortège, certains actifs étaient aussi présents. C'est le cas de Kevin, infirmier à Rennes. Il a fait le déplacement aujourd'hui pour déplorer la situation actuelle de travail dans les hôpitaux. C'est de pire en pire, les lits sont fermés, les patients qui sont en demande de soins ne peuvent pas les recevoir, donc ils restent en souffrance dans la rue. Donc nous on réclame les réouvertures de lits, réouvertures d'unités qui ont pu être fermées et puis l'accès à la santé pour tous. Même son de cloche du côté de Stéphanie. Il n'y a plus de moyens pour la santé, on a des prises en charge qui sont difficiles. Le personnel est en grande souffrance. Autre mot d'ordre ce matin dans le cortège, le pouvoir d'achat et la revalorisation de la pension. Aujourd'hui, 2 millions de retraités sont en dessous du seuil de pauvreté et 6 retraités sur 10 n'atteignent pas le SMIC. Il est temps de faire quelque chose. D'autres mobilisations ont eu lieu dans d'autres villes de France, notamment à Lille, Lyon ou encore Bordeaux. Alors qu'au même moment, le conclave sur la réforme des retraites semble compromis suite aux déclarations du Premier ministre François Bayrou sur l'impossibilité d'un retour de l'âge de départ à 62 ans. Et si vous jetez un coup d'œil vers le ciel ce jeudi soir ou demain matin, vous observerez très probablement une teinte jaunâtre au-dessus de votre tête. C'est dû à une tempête et des vents du sud qui vont faire remonter des poussières de sable du Sahara vers la France. Et la Bretagne sera concernée. Sébastien Decaux de Météo Bretagne indique que les concentrations s'annoncent modérées, mais que ce sera quand même suffisant pour salir votre véhicule. Attention tout de même, pendant cette période, il est déconseillé de faire du sport en extérieur.
Et puis, comment la Bretagne pourrait-elle participer à l'effort de réarmement voulu par le président de la République? Pour répondre à cette question, le Cluster Eden, un groupement de PME, a organisé un événement dédié à l'industrie de la défense dans la région. Ça se déroulait à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan à Guer ce jeudi. Il faut dire qu'en Bretagne, cette industrie représente 27 000 emplois et 400 entreprises, dont une majorité de PME et TPE, qui devront faire face à de nombreux obstacles pour être au rendez-vous de la hausse d'activité à venir. En premier lieu, passer les difficultés financières amenées par la crise Covid, comme nous l'explique Nathalie Barra-Vandam, présidente du Cluster Eden Bretagne, au micro de Guillaume Bietri. La capacité d'investir aujourd'hui, si elle n'est pas suivie d'une aide de nos banques, de nos élus, je ne sais pas comment on va faire. Parce qu'on ne pourra pas faire plus avec moins. Donc là, pour le coup, il va falloir qu'on se soulage de nos dettes. On a peut-être plus une chance d'y arriver aujourd'hui parce que là, il y a de la demande. Alors peut-être que si on avait un prêt PGE spécial défense, je dis ça, j'en sais rien ce qui va se décider aujourd'hui, bah peut-être qu'on sera plus en capacité de le rembourser. Pourquoi? Parce qu'on a tous commencé à rembourser nos PGE il y a presque 4 ans et qu'on arrive à la fin. Donc je me dis que bon, allez, mais effectivement, on va tous mal. À Quimper, le musée des Beaux-Arts est fermé actuellement pour travaux, l'occasion de bichonner les œuvres d'art, comme nous l'explique Enora Lenôtre. Sorties de la réserve, ces céramiques italiennes du XVIe siècle sont examinées par l'œil expert de Natacha Frankel. On est dans la phase finale des restaurations que j'ai entrepris au musée. Donc là, je suis dans la retouche colorée. Alors que le musée est fermé pour cause de travaux, les équipes en profitent pour restaurer certaines œuvres d'art, comme Nicolas Kiliek qui a travaillé sur près de 200 tableaux. Je vérifie la stabilité des clés de tension. Une petite restauration du cadre vraiment succincte pour l'embellir un petit peu pour le départ. Depuis septembre 2024, le musée des Beaux-Arts de Quimper est fermé pour cause de travaux. L'étanchéité et l'isolation du bâtiment vont être entièrement revues. L'objectif est de réduire la consommation énergétique du bâtiment de 50%, mais aussi d'assurer de bonnes conditions de préservation pour les œuvres d'art. Il s'agit de garantir une stabilité et d'éviter des ruptures soit thermiques, soit hygrométriques. C'est-à-dire de passer brutalement, par exemple, de 18 degrés à 26 degrés ou d'avoir une hygrométrie qui passe de 50 à 80 en peu de temps, c'est-à-dire en quelques heures. Par ailleurs, l'équipement actuel qui permet de garantir ce climat est un équipement qui est aujourd'hui obsolète, de plus en plus sujet à des pannes. Plus de 600 œuvres ont été déménagées, d'autres ont été prêtées temporairement à d'autres établissements. La réouverture du musée des Beaux-Arts est prévue pour le premier semestre de 2026. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À demain.